auditrice, la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les Artisans de la paix. Aujourd'hui, on va vous présenter le portrait de Claude Bernard, médecin et physiologiste français, considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale. Né le 12 juillet 1813 dans le petit village de Saint-Julien en Beaujolais, où son père est négociant en vin et propriétaire. Il étudie les rudiments du latin auprès du curé du village, puis commence ses humanités chez les jésuites de Villefranche-sur-Saône et les achève au collège de Tossay. Après un échec au baccalauréat, il rejoint en janvier 1832 un camarade à Lyon et se place dans la même pharmacie que lui en tant que préparateur. Le manque d'efficacité de nombreux médicaments lui inspire du mépris pour l'art médical. Son esprit rigoureux s'accommode mal dès à peu près de la pharmacologie de l'époque. Il se met à écrire pendant son temps de travail, notamment un vaudeville Rose du Rhône qui sera joué à Lyon, mais qui lui voudra lire du pharmacien, qui met fin à son contrat en juillet 1833 lorsqu'il s'aperçoit que Claude travaille ensuite sur une deuxième pièce, Arthur de Bretagne. Grâce au soutien de sa mère, Claude entre alors en contact avec le critique littéraire Saint-Marc Girardin, qui lui fait prendre conscience qu'il ferait mieux d'abandonner l'écriture, où il rêvait d'être un auteur dramatique, et de faire bien meilleur usage de ses compétences en se dirigeant vers la médecine. Cette désillusion le motive pour repasser son baccalauréat qu'il obtient en 1834. Ses parents payent alors 1800 francs pour qu'il soit dispensé du service militaire, ce qui lui laisse la voie libre pour entamer des études de médecine à Paris, mais il échoue à l'agrégation. Partageant une colocation et la vie de quartier latin avec ses camarades Charles Lazègue, futur émile neurologue, et Casimir Devenne, qui sera à la base des premiers travaux de microbiologie, il vit modestement à Paris, tout en remboursant ses parents via des cours qu'il donne. Il est particulièrement excité par les cours de François Magendie au Collège de France et devient vite disciple de Pierre Rayet, dermatologue, et ami de son ancien élève Émilie Littré, futur linguiste. Il passe son externat en 1839 et devient ensuite interne au service de Rayet, puis assistant de recherche de Magendie. Son travail sur le suc gastrique et le glucose lui vaut une thèse de doctorat en 1843, mais sa vision iconoclaste et modernisatrice de la recherche en médecine ne lui permettent pas de trouver un poste. Grâce à son mariage, il obtient enfin les financements nécessaires à la poursuite de ses travaux, commençant alors une carrière remplie de découvertes et d'honneurs. En 1847, il est nommé suppléant de François Magendie à la chaire de médecine expérimentale au Collège de France. En 1848, il obtient le prix de physiologie générale pour sa découverte des fonctions digestives du pancréas. Rappelons à l'époque, on pensait encore que le sucre provenait uniquement de l'alimentation et qu'il était détruit par les phénomènes de combustion, notamment lors de la respiration. C'est à cette époque qu'il commence à comprendre le rôle du foie dans la régulation de la glycémie. Il poursuit ses recherches sur l'appareil digestif, sur le système nerveux et la circulation, mais son domaine de recherche va bien au-delà. Professeur à la Sorbonne, puis au Muséum d'histoire naturelle, il succède à Magendie au Collège de France en 1855. Il poursuit en parallèle une carrière de chercheur et d'enseignant, consigne toutes ses expériences et idées dans des carnets de notes. Il fait de la physiologie une discipline à part entière et l'expérimentation devient la base de toute théorie. Paul-Bert Arsène d'Arsonval, Albert d'Astre se succèdent au poste tant convoité d'assistant de Claude Bernard. En 1861, il rachète une maison bourgeoise dans son village natal à Saint-Julien, où un musée lui est aujourd'hui consacré. À partir de cette date, il revient régulièrement dans le Beaujolais pour assister aux vendanges et se reposer du tumulte incessant de Paris. Il retrouve la paix et la tranquillité.
mais ses pensées ne cesseront jamais de se tourner vers les sciences. En 1845, il se marie avec Fanny Martin, fille d'un riche médecin. Ce mariage en fait arranger par les amis de Claude Bernard, qui s'inquiétaient qu'il ne trouve pas encore de situation stable. Lui a apporté les conditions matérielles pour se consacrer à ses travaux, mais lui vaudra aussi de nombreux désagréments, car sa femme est devenue une militante virulente de la cause animale et de la SPA naissante, au moment même où Claude Bernard faisait faire de gros progrès à la médecine via les expérimentations animales. En sus de ces divergences de vues, leur mariage pâtit du décès de plusieurs enfants en bas âge. Parmi les 4 enfants qui naîtront de leur union, seules 2 filles atteignent l'âge adulte, John Henriette dit Tony et Marie-Louise, qui ne verront que très peu leur père. Restées célibataires, elles consacrent leur vie aux soins et à l'accueil d'animaux dans leur maison de Bézons, en compensation des animaux sacrifiés par leur père. Le 22 août 1870, le couple Bernard se sépare officiellement. En 1869, il rencontre Marie-Sara Rafalovitch, issue d'une famille juive d'Odessa. Une amitié sincère va naître de la rencontre avec cette jeune femme. Polyglotte, elle parle fréquemment le russe, l'allemand et l'italien. Elle lui apporte son soutien pour la traduction de ses travaux et leur diffusion à l'étranger. Inversement, elle lui traduit des ouvrages étrangers en français. Elle tient aussi le rôle de confidente et lui offre l'opportunité de rompre avec son quotidien de chercheur dévolu aux sciences. En avant, il échange près de 5000 lettres. Il parle de ses humeurs, de ses découvertes, se plaint de sa santé fragile et des vicissitudes du monde moderne. Lors de ses séjours en Beaujolais, il évoque la nature des paysages, les vendanges, les fleurs, les activités de la campagne et les bienfaits de la solitude. À sa mort, le 10 février 1878, Madame Rafalovitch fait partie du cercle des intimes qui se trouvent près de lui. C'est véritablement un tournant de l'histoire de la médecine qu'a contribué Claude Bernard. Reconnu de son vivant, ses travaux lui valent les récompenses de l'Académie des sciences en 1854, de l'Académie de médecine en 1861 et son entrée à l'Académie française en 1868. Il est même nommé sénateur sous l'Empire en 1869. Il est le premier scientifique à être honoré de funérailles nationales après son décès à Paris à l'âge de 65 ans le 10 février 1878. L'inhumation a eu lieu au cimetière du Père-Lachaise. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.